première fois, le salon de l'escalade fait escale dans la capitale des Alpes. Ça se passe jusqu'à ce soir à Alpes Expo. L'escalade, une pratique en plein boom qui conquiert chaque année de nouveaux adhérents. Une pratique qui en dit également beaucoup sur l'évolution de la société. C'est ce qu'on va voir tout de suite dans les allées de ce salon avec nos invités. Et si l'escalade est désormais un sport tendance, c'est en grande partie lié au développement de l'indoor, l'escalade en salle et particulièrement le bloc, cette escalade à faible hauteur, sans assurance ni corde. Bonjour Ghislain Brier. Bonjour. Vous êtes le président de l'UDSE, l'Union des salles d'escalade, syndicat professionnel créé pendant la pandémie, qui regroupe aujourd'hui 200 structures en France à peu près. Comment expliquer ce boom de l'escalade? Le nombre de salles a été multiplié par 3 ces 15 dernières années, c'est un record mondial. C'est un record mondial, la France c'est le pays de l'escalade. On est ici à Grenoble, au cœur des Alpes. On a également les Pyrénées, donc l'escalade ça vient de l'alpinisme. On a toujours eu des montagnes chez nous, on a toujours eu des falaises et on est un pays qui est toujours un peu en avance. On est une capitale mondiale de l'escalade et effectivement pour l'escalade de loisirs, pour l'escalade en salle, on est aussi les premiers. L'escalade est l'un des rares sports, l'une des rares pratiques à avoir continué son essor malgré la Covid. Comment on l'explique Malgré ça? le Covid, aucune fermeture, aucune salle d'escalade n'a mis la clé sous la porte. Et par contre, les salles d'escalade sont en croissance. Il va s'en ouvrir une trentaine, une quarantaine en 2022-2023. Donc l'essor continue effectivement. Alors justement, Ghislain, des salles d'escalade, il s'en ouvre, vous le disiez souvent. L'une d'entre elles a ouvert il y a quelques semaines à Crolles, entre Grenoble et Chambéry. Une salle 2.0, parce qu'aujourd'hui, dans une salle d'escalade, on ne fait pas que grimper. C'est ce qu'ont pu constater Frédéric Lefrançois et Gilles Ragry. On regarde. Effectivement, Jordan, les salles d'escalade ont vraiment la cote depuis quelques temps. Il faut dire qu'elles ont su faire leur mue pour attirer un nouveau public. On est loin des vieilles salles avec un mur au fond d'un gymnase équipé de quelques prises un peu décolorées. Désormais, l'escalade se vit dans des lieux ouverts, dynamiques, où l'on mélange le sport, la détente et la convivialité. Tout gravite un peu autour de la salle d'escalade. On va retrouver de la restauration, on va retrouver des événements culturels, des expos, des concerts. On a également une salle de yoga. Auxquelles viendront s'ajouter prochainement un Repair Café et un espace de coworking. Une salle d'escalade transformée en un véritable hub d'activité, un lieu de vie et d'échange réparti sur plus de 1600 mètres carrés. Il est extra, il est très grand, il est vaste. C'est sympa parce qu'il y a de l'espace entre les deux pans de blocs là. C'est grand, c'est lumineux. L'espace pour les enfants, c'est chouette là derrière. Il y en a pour tout le monde, c'est sympa. Du béotien aux grimpeurs confirmés, la salle est ouverte à tout type de public. Tout est fait pour donner l'envie de faire le mur sans que ce soit obligatoirement un parcours du combattant. Nous, ce qu'on propose ici, c'est à chaque fois un profil. Un profil, c'est 6 blocs. Comme les pistes de ski, c'est jaune, vert, bleu, violet, rouge, noir. Donc c'est étalonné du plus facile au plus difficile. Depuis son ouverture il y a un mois, la salle de Crolles connaît un franc succès. En majorité, ce sont des couples avec enfants qui cherchent et trouvent leur voie au cœur d'un ancien site industriel réhabilité en une salle d'escalade formatée aux nouvelles attentes des grimpeurs. Parlons un petit peu d'argent aussi, parce que c'est de l'économie tout ça. C'est un milieu économique qui se porte bien, le monde de l'escalade? Alors oui, effectivement, on est vraiment sur un développement sur ces dernières années conséquent. Hein. On a vu la démultiplication des salles tout autour de France et de Navarre. Hein. On a vraiment ce phénomène s'est connu un petit peu d'abord dans les métropoles, hein, côté parisien, lyonnais et autres, puis après sur des développements même dans nos régions. Hein. Notre cas en fait partie, hein, c'est un exemple, mais on est vraiment sur quelque chose qui a connu un léger frein pendant la période Covid, la crise, où là, bon nombre de notre salles, si ce n'est l'ensemble, étaient fermées à notre cher public. Mais en fait, l'engouement pour la pratique n'a pas diminué, bien au contraire. On s'est retrouvé en réalité à la réouverture des salles avec du public qui était même plus fort que pré-Covid. Donc véritablement, ouais, on est sur un développement hyper intéressant. Les prises qu'on voit là sur le mur, elles sont jolies, elles sont belles, il y a de la couleur, mais elles ont aussi un coût. On ne s'en rend pas compte, ça peut monter très très vite en euros. L'important désormais, c'est véritablement d'avoir une multiplication des prises et ce qu'on appelle les shapes, les formes,
Et c'est vrai que ça a un coût puisque voilà, on est sur des enveloppes à plusieurs dizaines de milliers d'euros. Hein. Mais ce qui, en réalité, est véritablement, enfin c'est ce qui fait l'attrait de la salle. Par exemple, là, vous pouvez me dire tout bêtement combien ça coûte là cette structure-là sur une voie comme celle-ci, qui est montée une colo avec plusieurs volumes bois, on est sur des prix publics qui seraient qui navigueraient entre 1 000 et 2 000 euros la voie. Donc c'est quand même des budgets conséquents. Quand on sait que dans la salle, on a effectivement rien que dans la grande salle, on est sur environ 21 secteurs, 6 blocs par secteur. On fait vite le calcul, ça fait 126 blocs. Après, tous les blocs ne sont pas effectivement avec des volumes de cette nature, mais voilà, on est quand même sur des échelles assez conséquentes. Est-ce que c'est un secteur aussi où il y a beaucoup d'innovation, ou est-ce que, ma foi, les prises d'aujourd'hui sont celles d'hier et on n'a pas beaucoup d'évolution dans les matériaux, par exemple ? Alors non, il y a une véritable diversité en termes d'innovation, tant sur les matériaux que même les formes et sur même la technologie de la prise en elle-même. Il y a beaucoup de personnes qui travaillent désormais pour travailler sur des prises plus éco-responsables, qui travaillent sur des prises qui seront en capacité d'être recyclées plusieurs fois et avec des matériaux éco-conçus. Donc non, ça ne va aller qu'en s'améliorant et on aura toujours cette profusion de créativité autour de l'escalade. Ouais. Ça reste encore rare, ce genre d'infrastructure. C'est vraiment propre à l'escalade, ce mélange des genres, entre guillemets. C'est vrai, c'est propre à l'escalade. Quand on voit aujourd'hui les salles de fitness, finalement, ce sont des endroits où on vient et on est accueilli par un tourniquet. On ne peut pas prendre un cours, ou du moins c'est compliqué, il n'y a plus personne. Nous, nos salles, on a encore du personnel, on a encore des salariés qui vous accueillent, qui sont là pour faire vivre le lieu. 30 à 40 ouvertures d'ici à 2023, vous le disiez. Oui. Est-ce que toutes ces salles aujourd'hui peuvent être rentables ? Alors toutes ces salles aujourd'hui sont rentables. Une salle correctement gérée et correctement implantée, c'est une affaire rentable. Aucune salle d'escalade n'a mis la clé sous la porte depuis ces 25 dernières années. Et ça a commencé il y a à peu près 25 ans. Donc effectivement, oui, pour l'instant, la croissance continue. Alors on est à 200 salles, il y en aura bientôt 500. Est-ce qu'il y en aura 1000 ? On ne sait pas. Des salles d'escalade qui sont majoritairement implantées en ville. Pourquoi ? C'est très citadin aujourd'hui, l'escalade indoor ? L'escalade, c'est le plus outdoor des sports indoor, finalement. Mais oui, on est en ville. On est en ville comme les piscines sont en ville. On est là où sont nos clients. On travaille pour des gens qui travaillent. Donc on est ouvert le soir, on est ouvert en semaine, on est ouvert le week-end, les jours fériés. Et ça correspond très bien à cette demande des populations urbaines de faire du sport le soir après sa journée de travail. Alors je vais vous taquiner un petit peu, Justin Brier. On a regardé les tarifs d'une salle qui vient d'ouvrir à Annecy. 15 € la séance, 4 € les chaussons, 50 € l'abonnement mensuel. Ouais. On dit souvent que l'escalade est un sport de citadins plutôt aisé. Ouais. Ça s'explique comment ? Par les investissements importants qu'il faut pour ouvrir une salle, ou parce que c'est simplement la loi du marché ? Nos salles sont des entreprises à l'équilibre. Hein. Je veux dire, c'est pas un marché qui est encore entre les mains de grands investisseurs. Donc du coup, ça fait vivre quelques familles. Il faut environ une dizaine de salariés pour animer une salle d'escalade. Il y a beaucoup de métiers, ouvreurs, moniteurs, agents d'accueil. Oui, les tarifs correspondent à ce que ça vaut aujourd'hui en France. Impacté comme on l'a été par la crise du Covid, avec les prêts garantis par l'État qu'on a fait, on a en ce moment des charges qui font que 15 € la séance. On est plutôt sur 16-17 aujourd'hui. Merci beaucoup, Justin Brier. Vous le disiez, la clientèle qui rêve devant les grimpeurs, c'est notamment le cas des frères là-devant, des gens du cru, des gars du cru, qui effectivement font rêver dans les médias, sur les réseaux sociaux, grâce à leur performance. Eux sont spécialistes de l'escalade en cascade de glace. Gilles Ragry et Dominique Sommet les ont rencontrés à l'entraînement. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que ça ne rigole pas. Regardez. 2 hommes araignées, 2 hommes pressés, 2 frères. Oh, t'as accéléré là ? Eh ouais, mec. À ma gauche, Tristan, 24 ans. À ma droite, Luna, 21 ans. Allez ! 2 champions au top mondial. Je t'ai pété là. Leur discipline, l'escalade sur glace. Un sport hivernal très technique dont les compétitions se déroulent sur des murs artificiels. Crampons aux pieds, piolets au bout des bras. Au dernier championnat du monde, Luna a été titrée, Tristan 3e. C'est vrai que là, c'était un peu le schéma de rêve, les championnats du monde. C'était un peu les seules médailles qu'on n'avait pas encore eues. C'était un peu la compète ultime qu'on n'avait pas encore gagnée, quoi. Et là, c'est vrai qu'être tous les deux sur le podium, c'était juste fou, quoi. C'est vrai que souvent, on arrive à faire une bonne performance, mais là, les deux en même temps, c'est assez impressionnant.
c'est plein de plaisir, que ce soit ne serait-ce juste le fait de faire une compétition à ce niveau-là, et aussi juste la beauté des mouvements, vraiment la performance qu'on va trouver là-dedans. C'est notre rigueur qui nous rend libres et qui nous permet d'arriver vraiment à notre plus grosse performance derrière. La rigueur les rend libres. Les frères là-devant sont des athlètes professionnels. Ils vivent ensemble, ils s'entraînent ensemble, en dehors de toute structure fédérale. Leur coach privé leur envoie les consignes et là non plus, rien n'est laissé au hasard. On sait que je dois faire une contraction spécifique entre telle et telle seconde et avec un repos de tant de minutes derrière et ensuite j'enchaîne les exercices. Donc c'est tout au millimètre et ça permet de pas te poser de questions et de suivre ce qu'il dit le chef. 3 heures de musculation ce matin-là. Pas forcément le plus passionnant pour des grimpeurs. L'envie, il faut aller la chercher dans la complicité totale qui unit les deux frères. Voilà, j'ai plus rien, c'est abusé, genre, je décolle pas quoi. Ça fait partie de nos forces, d'être capable de vraiment se pousser l'un l'autre et voilà, quand on voit qu'il y en a un qui se traîne un peu, ben l'autre il vient le chercher en disant oh, qu'est-ce que tu fais quoi. Du coup, non ouais, c'est vraiment chouette d'être deux pour ça. Pour vivre de leur passion, Tristan et Luna s'adonnent à toutes les disciplines alpines. Cascade sur glace, escalade de grandes parois, expéditions lointaines, ils enchaînent les exploits. À nos côtés désormais, Eric Attès, bonjour. Bonjour. Vous êtes l'organisateur de ce salon d'escalade. Si je vous taquinais un petit peu, Eric, histoire d'être un peu chauvin, je vous dirais que c'est quand même plus logique d'être à Grenoble plutôt qu'à Lyon. C'était là que se tenaient les éditions précédentes. Alors, il y a des très bonnes raisons de venir à Grenoble. Il y a des raisons techniques, tout d'abord, pour la qualité d'accueil de nos exposants comme de nos visiteurs. Pour nos exposants, avec un hall d'expo qui est vraiment hyper adapté, beaucoup plus pratique, enfin bref. Et puis au niveau des visiteurs, tout simplement parce qu'on dispose d'un grand parking qui faisait vraiment défaut à Lyon. Et puis on est au pied des Alpes, on est aussi dans un écosystème qui est très favorable à l'escalade ici. Exactement, ça c'est la raison plutôt sur le fond. Avec une terre d'escalade, avec une volonté pour nous de nous rapprocher de cet écosystème de pratiquantes et de pratiquants d'une part, et d'acteurs du monde de l'escalade également, avec un certain nombre de boîtes historiques et un très bon patrimoine en local. Alors vous qui organisez ce salon depuis quelques années maintenant, j'imagine que vous le voyez aussi, ce boom de l'escalade dont on vient de parler. Comment vous l'expliquez à votre niveau ? Écoutez, ce boom d'escalade, il s'explique par plusieurs raisons. La première, c'est que l'escalade, c'est un sport hyper inclusif, c'est que c'est un sport très accessible, c'est que c'est un sport qui se pratique dans les villes comme dans les sites naturels. C'est que c'est un sport qui se pratique à l'école aussi, dès le plus jeune âge. Ça compte, l'importance du scolaire, c'est vraiment crucial ? L'importance du scolaire, c'est vraiment crucial. À une certaine époque, les classes de neige ont permis à tout un tas de gamins de découvrir le ski. Aujourd'hui, c'est un petit peu la même chose qui se passe avec l'escalade, avec beaucoup de grimpeuses et de grimpeurs qui se mettent à l'escalade à l'école et qui continuent derrière. Parce qu'on voit effectivement même des lycées, c'est le cas à Chambéry, le lycée Monge qui installe son propre mur dans son propre gymnase. Ça peut faire des futurs grimpeurs, peut-être même à haut niveau un jour ? Écoutez, oui, de toute façon, à partir du moment où il y a de plus en plus de pratiquantes et de pratiquants, on aura des graines de grimpeuses et de grimpeurs. Donc oui, ça y contribue clairement. Vous le disiez, Eric, que l'écosystème grenoblois est très favorable à l'escalade. Un certain nombre de grandes entreprises du secteur sont implantées dans notre région. C'est notamment le cas d'une entreprise qui s'appelle justement Entreprise. Sa spécialité à elle, c'est de fabriquer les prises d'escalade comme celle qu'on voit derrière nous. Reportage d'archives, ça date de 2019, mais à l'époque déjà, la boîte était en plein boom. Regardez. La société Entreprise qui a vu le jour en 1985 à Saint-Vincent-de-Mercuse en Isère. 3 décennies plus tard, elle connaît une croissance à 2 chiffres et possède des usines dans le monde entier. 4 usines avec 560 collaborateurs de par le monde et un marché mondial avec plus de 7000 murs équipés aujourd'hui à travers le monde. C'est ici au siège d'Entreprise, dans ce bureau du style qu'Hugo Designer a pensé et créé les murs d'escalade pour les Jeux Olympiques de 2020 à Tokyo. Il lui a fallu respecter un cahier des charges très précis. Il y avait évidemment beaucoup de contraintes techniques en termes d'escalade, en termes d'inclinaison des panneaux, etc. Donc moi, l'intérêt, ça a été de coordonner un peu tout ça entre leurs attentes de difficulté et d'inclinaison face au design et quelque chose d'un peu esthétique que j'essayais de rentrer là-dedans.
La force d'entreprise, c'est son expérience de leader mondial et sa polyvalence. La société peut concevoir et installer des murs destinés tant aux épreuves sportives que ludiques. Son autre spécialité, ce sont les prises façonnées maison. Alors cette entreprise justement qui fabrique donc les murs d'escalade et notamment celui des Jeux Olympiques de Tokyo, est-ce que ça compte ça aussi dans le développement de l'escalade, cette médiatisation qui arrive progressivement, notamment à l'occasion des JO? Écoutez, la médiatisation, elle joue forcément. Après, ce qui est sûr, c'est qu'un des éléments qui compte le plus, à mon sens, sur le développement de l'escalade, c'est clairement son accessibilité au cœur même des villes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il n'y a plus besoin d'habiter dans des zones où il y a des montagnes, des falaises pour grimper. On peut commencer à grimper au cœur des villes, au cœur des métropoles. Et donc, voilà. En termes de société, on voit aussi énormément, et là c'est peut-être l'impact des réseaux sociaux, on voit énormément de pages Instagram, de grimpeurs, avec des photos qui font rêver. Est-ce que ça réveille pas aussi chez un certain nombre de gens la soif d'aventure qui, soyons honnêtes, n'est plus vraiment une valeur de société aujourd'hui? On est plutôt dans une société très aseptisée, très confortable. Effectivement, il y a ceci d'intéressant avec l'escalade, que c'est une discipline qui permet de jouer entre guillemets avec le risque, qui permet de faire attention à son compagnon de cordée et sur lequel il faut être globalement prudent. Mais qu'il faut oser aussi faire des choses. L'escalade, pendant l'époque des pionniers, c'était une discipline dans laquelle on n'avait pas le droit de tomber. Aujourd'hui, l'escalade de très haut niveau, il faut prendre des vols, il faut chuter pour progresser. Et c'est ça qui est intéressant dans cette discipline, c'est cette prise de risque mesurée. C'est ça qui peut plaire, avec peut-être aussi un retour, alors pas pour ceux qui pratiquent en salle, mais un retour à la nature aussi. On n'est jamais autant en nature que quand on est face à une paroi. Effectivement, alors le retour, la présence dans la nature, elle peut être à différents niveaux. On peut aller grimper dans une forêt comme à Fontainebleau au milieu des blocs. On peut aller grimper dans les Calanques à Marseille sur des très belles falaises. On peut aller grimper en très haute montagne sur le granit de Chamonix. On peut aller grimper sur l'eau avec la cascade de glace. Donc c'est effectivement une discipline qui comporte tellement de variations, qui est tellement plurielle que c'est ça qui la rend vraiment intéressante. Il n'y a pas une escalade, il y a des escalades et il y en a vraiment pour tous les goûts. Vous parliez, Eric, du granit de Chamonix. On voit ces pans de montagne qui s'effondrent de plus en plus souvent sous l'effet du réchauffement climatique. Est-ce qu'en tant qu'organisateur de salon, en tant que pratiquant, vous y pensez et vous adaptez peut-être l'escalade à ce qui nous attend dans les années à venir? Écoutez, ce qui est sûr, c'est que le changement climatique, il est réel, il n'y a plus de débat là-dessus. Il y a des impacts qui se mesurent très directement, effectivement, dans des domaines type haute montagne. Ça a un impact bien sûr sur la pratique, ça a un impact aussi sur l'écosystème, sur les guides de haute montagne, sur les moniteurs d'escalade qui doivent aujourd'hui compiler effectivement avec ces contraintes. On parlait du risque il y a quelques instants. Les risques objectifs sont peut-être aujourd'hui encore plus importants, donc oui, il faut s'adapter. Et de la même manière, il y a aussi un développement qui se fait puisqu'il y a des zones dans lesquelles on grimpait moins avant, dans lesquelles on se met à grimper plus aujourd'hui. Je pense par exemple aux stations de ski qui aujourd'hui développent des zones d'escalade en indoor comme sur les falaises environnantes et c'est des choses qu'on ne voyait pas avant. Ce qui peut être une vraie piste pour diversifier l'activité aussi. L'escalade s'appelait de plus en plus, les stations auraient tort de s'en priver. Exactement. Merci beaucoup Eric de nous avoir accueillis ici au pied de ce mur dans ce salon d'escalade qui dure donc jusqu'à dimanche. On parlait de l'aventure, on parlait des parois. L'aventure, c'est la spécialité d'une grimpeuse, Nolwenn Berthier, une jeune fille pas très grande, mais très très costaude, qui vient notamment de réaliser une ascension en 9A+. Autant vous dire que c'est très très difficile. Frédéric Catelin, Maxime Kemener et Agathe Hannequin l'ont rencontré. Je grimpe depuis une douzaine d'années maintenant. J'ai commencé l'escalade en club à Lyon. Et du coup, j'ai vraiment commencé par une approche escalade en salle, avec de la compétition, des entraînements, etc. Ensuite, j'ai fait des compétitions en équipe de France, avec des Coupes du Monde. Mais j'ai toujours eu une approche avec de la falaise à côté. Mais c'était plutôt une manière de m'évader, un support d'entraînement pour la compétition. Et c'est vrai que le fait d'être dehors, dans la nature, ça correspondait plus à ce que je voulais faire. Le plaisir, il est d'être dans des environnements incroyables, d'avoir aussi une diversité de supports, de pouvoir partager ça avec des amis aussi. Donc voilà, c'est pas tout à fait le même type de pratique. Et personnellement, entre passer le week-end dans un gymnase ou dans la nature, dans des endroits hyper beaux, c'est vrai que ça me plaît plus, quoi. Alors là, on est dans le Vercors. Et la voie que j'ai grimpée, c'est un 7C, ce qui est déjà un bon niveau de difficulté. Globalement, une cotation, c'est un mélange entre la taille des prises, l'éloignement des prises, le fait que ça soit déversant ou pas déversant. Donc c'est vrai que c'est assez multiple comme paramètre la difficulté d'une voie.
Moi, ce que j'aime, c'est le dépassement de soi, dans le sens où une voie, ça va nous pousser dans nos retranchements, que ce soit des retranchements physiques, des retranchements mentaux. Dans la vie, moi, j'ai une formation d'ingénieur en énergie et environnement. Et maintenant, je travaille dans l'accompagnement des entreprises sur les sujets de transition écologique. Voilà, les falaises, elles sont ancrées dans des univers où on a des forêts, on a de la biodiversité avec des animaux, des fleurs, des lichens. Et c'est vrai que tout cet environnement est fragile. Petit à petit, de découvrir tous ces enjeux, toutes ces crises environnementales auxquelles on fait face, en fait, je m'y suis intéressée et j'ai un petit peu ouvert tout un univers où je me suis rendu compte de tout ce dont, tous les bouleversements auxquels on fait face à l'heure actuellement. Il faut qu'on arrive à trouver un équilibre aussi au sein de tout ça et qu'on arrive à peut-être aussi renverser un peu cette idée qu'il y a d'un côté les hommes et de l'autre côté la nature et que les hommes peuvent utiliser la nature. Moi, j'ai la conviction qu'il faut qu'on arrive à trouver un meilleur équilibre où, on fait partie d'un tout et que nous, en tant qu'humains, on serait sûrement pas grand-chose sans toutes les autres espèces, parce que c'est ce qui nous permet de vivre, de nous nourrir, tout ça. Et donc, il faut qu'on arrive aussi à apporter à ces espèces autant qu'elles nous apportent et se positionner comme gardien aussi de tout ça, malgré le fait que toute notre culture nous invite à être en position dominante, quoi. Avec nous désormais François Kern, bonjour. Vous êtes le responsable communication de Petzl France, entreprise bien connue de tous les grimpeurs, de tous les montagnards en règle générale. François, il n'y a qu'à voir derrière moi pour s'apercevoir que chez Petzl, aujourd'hui encore, l'escalade, ça reste vraiment au centre de l'entreprise. Effectivement, pour Petzl, l'escalade est depuis longtemps au centre des sujets, que ce soit pour le produit ou pour la façon dont on aborde les marchés. L'escalade est là. Si on a choisi de venir vous voir aujourd'hui, François Kern, c'est parce que Petzl a eu un rôle très important dans le développement de l'escalade et notamment dans la sécurisation de la pratique. C'est vraiment, là encore, ce qui fait partie de l'ADN de l'entreprise cette fois, cette volonté de former les grimpeurs. Alors effectivement, encore une fois, on a un de ces piliers importants pour nous qui est l'expertise et la sécurisation de la pratique. On accompagne nos produits. Souvent, on ne parle pas de produit, d'ailleurs, on parle de solution. C'est-à-dire que ça va de l'explication du produit à la vente et ça va jusqu'à l'explication de l'utilisation pour accompagner les grimpeurs, les travailleurs et faire en sorte que tout le monde évolue en sécurité. Parce que vous déposez énormément de brevets, vous êtes à l'origine d'énormément d'initiatives, d'innovations dans le monde de l'escalade. Aujourd'hui, quand on voit l'évolution de la pratique, est-ce qu'il y a encore une marge pour innover? Est-ce qu'on peut encore inventer quelque chose en escalade? Il y en a toujours, on s'améliore. On améliore nos produits, on a des concurrents qui nous challengent et qui eux aussi innovent et nous poussent à innover plus, qui améliorent certaines de nos inventions ou améliorations. Et donc c'est un flux continu. Donc oui, bien sûr, il y a de la place pour l'innovation, que ce soit dans le confort, dans l'ergonomie, même dans des nouveaux usages qu'on découvre. Et donc oui, il y a de la place pour l'innovation et on innove toujours. L'objectif de tout ça, c'est quoi? On imagine qu'il est double, c'est de sécuriser toujours plus la pratique, notamment en extérieur, et peut-être aussi de la rendre plus accessible, non? Alors, la sécuriser, c'est obligatoire, c'est de là qu'on vient et c'est notre raison d'être, d'accompagner la sécurité pour l'évolution dans des milieux spécifiques. Diversifier la pratique et accompagner les débutants, bien sûr, on a des produits dédiés et on essaie de faire en sorte qu'ils aient des outils adaptés à leur découverte. Pour autant, on s'occupe autant des grimpeurs on va dire bien formés que des néophytes, on essaie d'équiper tout le monde. Avec notamment des onglets sur votre site internet, ça c'est aussi une particularité de cette entreprise iséroise, cette formation rendue accessible au plus grand nombre gratuitement. Ce sont 10 personnes, vous le disiez tout à l'heure, qui travaillent rien que sur cette sécurisation, cette formation. Alors on a un service dédié qui prend les produits, qui les essaie dans tous les sens, qui essaie de comprendre comment ils fonctionnent, quelles sont leurs spécificités. Et de là découle tout un développement de contenu qu'on appelle l'information technique, en photo, en vidéo, en dessin, en texte, de manière à ce qu'on puisse vraiment accompagner tous les pratiquants. Et effectivement, c'est un des souhaits historiques de l'entreprise, c'est de mettre à disposition toute cette information à toutes les communautés, traduite dans un très grand nombre de langues, pour
tous les continents et tous les pratiquants. Merci beaucoup François Kern de nous avoir reçus ici sur ce stand de Petzl. Accompagner les grimpeurs débutants mais aussi les champions, c'est ce qui fait l'ADN d'entreprises comme celle-ci. Et les grands champions, ils sont aussi à l'honneur aujourd'hui avec notamment dans ce salon de l'escalade un hommage à Patrick Edlinger. Regardez ces quelques images. C'est l'image mythique, celle qui l'a rendue célèbre, extraite de son documentaire La vie au bout des doigts, diffusé dans le monde entier après son solo intégral, réalisé en 1982 sur un parcours particulièrement difficile des gorges du Verdon. Le Blond, comme l'appelaient ses amis, a fait entrer l'escalade dans l'histoire de la montagne. Patrick Edlinger disparu il y a 10 ans, c'était le 16 novembre 2012. Il a inspiré toute une génération de grimpeurs passionnés de nature, amoureux de la liberté. C'est à lui que le salon de l'escalade rend hommage, donc jusqu'à ce soir, à travers ces magnifiques photos de Philippe Poulet et Robert Exertier. La semaine prochaine, changement de décor, retour en studio pour une émission exceptionnelle consacrée au Lyon-Turin. Pourquoi fait-il encore débat? C'est la question à laquelle nous tenterons de répondre. Rendez-vous donc dimanche prochain à partir de 10h50. D'ici là, belle semaine à vous tous sur France 3 Alpes.